Et on démarre par l'actualité française avec ce 16e jour de grève contre la réforme des retraites. Édouard Philippe déterminé à mettre en place un régime universel, mais il évoque aussi des avancées, le Premier ministre. Il s'est ouvert notamment sur la pénibilité et sur la gestion des fins de carrière. Il se dit également favorable à la retraite progressive pour les fonctionnaires. Il s'est exprimé à l'issue d'une réunion avec syndicats et patronat cet après-midi. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, un syndicat réformiste, a salué une ouverture de la part du Premier ministre. Philippe Martinez, au contraire, le secrétaire général de la CGT, a annoncé une nouvelle journée de mobilisation le 9 janvier. On écoute Édouard Philippe. Depuis le lancement de la réforme, et malgré les oppositions, suppression sans brutalité. Et nous allons y arriver. Et on retrouve Karina Chabour à Matignon. Karina, bonsoir. Vous avez suivi cette réunion entre syndicats, patronat et Édouard Philippe. Édouard Philippe vient de s'exprimer. Il évoque tout de même des avancées dans les négociations. Oui, écoutez, RATP, 6 lignes de métro seront fermées. Trump impeached, c'est le gros titre de la presse américaine ce matin. Donald Trump sera donc jugé pour abus de pouvoir. La Chambre des représentants a voté l'acte d'accusation du président pour abus de pouvoir et obstruction au Congrès. Cette procédure d'impeachment est liée, vous le savez, à l'affaire ukrainienne. Le Sénat va donc maintenant juger Donald Trump. Les républicains y sont majoritaires. Ils préparent bien sûr à acquitter leur président. On fait le point avec Etanaji. Elle a l'intention d'acquitter leur président. On en parle avec François Durper, l'historien à l'université Cergy-Pontoise, spécialiste des États-Unis. Bonsoir François, merci d'être avec nous. Alors Donald Trump impeached par les démocrates, on peut dire que tout de même c'est historique. Ce qui frappe tout de même, c'est vraiment l'affrontement entre deux camps, le camp républicain d'un côté, le camp démocrate de l'autre, le sorte de point d'orgue de la polarisation de la vie politique américaine, je dirais presque à n'importe quel prix. Parce que là, effectivement, il ne manque pas une voix chez les républicains, il ne manque pas une voix chez les démocrates. Et ce qui nous frappe, c'est que c'est plutôt étrange, parce que la politique américaine, c'est pas ça, généralement, ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est qu'il y a une discipline de parti en France, il y a une discipline de parti, même en Grande-Bretagne, hein, où quand même chaque chef de parti donne... Mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a tout le temps des démocrates qui votent de l'autre côté. Là, c'est pas uniquement là, hein, c'est un mouvement, on va dire, peut-être depuis le Tea Party, on a vraiment une polarisation des deux camps. Et comme vous avez dit le mot historique, et que je suis historien, il faut bien préciser ce qui est historique dans ce vote. Ce qui n'est pas historique, c'est évidemment l'impeachment. Ça s'est déjà produit en 1868 et ça s'est déjà produit en 1998. En revanche, ce qui est historique, exactement, Andrew Johnson et Bill Clinton. Mais ce qui est historique, c'est la première fois que ça se passe en campagne électorale. Et là, ça sera totalement inédit. Quel effet ça va produire sur l'élection? 3 hypothèses. Aucun effet du tout. Ça va être bon pour Trump ou Trump. Et vous avez un pronostic? En tout cas, les sondages, j'allais dire polls en anglais, les sondages montrent que Donald Trump est toujours populaire au sein de son électorat. Ça n'a pas vraiment bougé. Alors, il y a des signaux très positifs pour Donald Trump. C'est notamment le fait que pendant cette période, et peut-être lié à cette période, il y a effectivement sa base électorale qui semble de plus en plus solide dans un certain nombre de 17 États clés, on va dire. Il y a aussi les fonds. C'est-à-dire qu'il fait le plein d'argent, ça stimule un peu, ça électrise un peu les troupes et en particulier les petits donateurs très sensibles à ce qui est en train de se passer et au sort de leur président en se disant nous on est prêt à donner, donc c'est plutôt bon financièrement ce qui est en train de se produire. Et puis évidemment il y a aussi ce mur humain autour de lui, ce qu'on disait à l'instant et c'est très bon pour lui, qu'aucun républicain ne manque à l'appel. Il a solidifié le parti républicain autour de lui, ça veut dire qu'en 2020 ça ne sera pas comme en 2016, il y aura vraiment un parti républicain en ordre de marche pour la reconquête du pouvoir. Et c'est tout de même incroyable d'ailleurs de penser à quel point il a solidifié ce parti républicain autour de lui, alors qu'au départ justement c'était vraiment pas le candidat du parti républicain. Comment a-t-il fait finalement? Parce qu'il a fait sa part du job. En fait, il est élu sur un agenda apparemment populiste qui pourrait faire peur au Parti républicain qui a fait peur à certains conservateurs. Et puis finalement, c'est l'agenda conservateur qui l'emporte. Qu'est-ce qu'il a fait de véritablement
populiste, il a plutôt fait une politique favorable au milieu d'affaires. Ses baisses d'impôts ont été très appréciées. Et puis également un agenda conservateur très fort. Je vous rappelle ses nominations à la Cour suprême. Et je vous rappelle aujourd'hui le détricotage du droit à l'avortement. Et ça avance. Alors ça avance de manière assez discrète. Vous voyez, on commente l'impeachment, on ne commente pas le fait que la Cour suprême laisse faire les États, notamment les États qui décident de montrer aux femmes qui veulent se faire avorter l'image du fœtus. La Cour suprême a dit, bon, tout ça est constitutionnel, vous pouvez continuer. Donc, il n'y aura pas un vote de la Cour suprême pour dire il n'y a plus de droit à l'avortement, mais il y aura des petits reniements qui vont conduire à cela. En tout cas, cet impeachment, disons, ne modifie pas suffisamment son image pour que son électorat lâche Donald Trump au moment des élections. C'est ça qu'il faut savoir ce soir. Suite de la procédure, François Durper, donc c'est le Sénat qui se transforme en tribunal. C'est tout de même une procédure très particulière aux États-Unis qui va donc juger Donald Trump. Et là, les républicains vont faire bloc, ils ont la majorité, donc il sera acquitté. Non. Alors il peut y avoir des surprises. Ça dépend où on met le curseur surprise. Si le curseur surprise, c'est Donald Trump ne sera plus président en février, non, je suis d'accord avec vous, cette surprise-là, on ne l'aura pas. En revanche, la surprise, ça peut être quoi? Ça peut être que les démocrates réussissent à convaincre quelques républicains. Il n'en faut pas beaucoup, hein. Il en faut que 4, parce qu'il y a 47 démocrates au Sénat. Il faudrait 4 républicains pour obliger à convoquer un certain nombre de personnalités importantes, notamment Bolton, qui semble être un témoin très très proche de ce qui s'est passé. Ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump. Exactement, et qui se serait disputé avec le président sur cette affaire. Si 4 républicains sont, et ça serait la majorité simple, à 51%, là ça pourrait être intéressant et ça pourrait être évidemment une nouvelle enquête, de nouveaux témoins, et ça pourrait introduire un élément de suspense dans cette procédure. Voilà, sans démission de Donald Trump, sans removal, ouais, sans renvoi de Donald Trump. Merci beaucoup François Durper d'avoir été avec nous. Historien, bien sûr, à l'université de Cergy-Pontoise et spécialiste, on l'aura compris, des questions américaines. Le Liban, le Liban a un nouveau Premier ministre, il s'appelle Hassan Diab, il est vice-président de l'université américaine de Beyrouth, ancien ministre de l'Éducation. Sa candidature est soutenue par le Hezbollah. Il est donc chargé par le président Michel Aoun de constituer un gouvernement alors que le pays connaît. Les manifestants demandent un gouvernement de technocrates. Et en Irak, alors que les révoltes ne faiblissent pas, les dirigeants doivent désigner ce soir un nouveau Premier ministre, ce soir avant minuit. En cas d'échec, la Constitution prévoit que le président de la République, Barham Saleh, prenne les rênes du cabinet démissionnaire. Adel Abdel Mahdi a quitté son poste après 2 mois d'une contestation inédite, marquée par près de 460 morts et 25 000 blessés. Contestation qui se poursuit malgré la répression. En Algérie, élu mais contesté, le président Abdelmadjid Tebboune a prêté serment lors d'une cérémonie solennelle près d'Alger. Aujourd'hui, il a invité au dialogue pour bâtir une Algérie nouvelle, mais il est considéré comme illégitime par le puissant mouvement de contestation. Demain, on attend un nouveau vendredi de manifestations massives. C'est dans l'univers des Marvel, ce n'est pas du tout un vrai pays. Merci beaucoup. Laure, et on passe au sport avec Elliot Samuel. Bonsoir. Bonsoir Elliot, et puis on commence avec la question du dopage. Là c'est moins drôle, la Russie qui compte faire appel de la suspension. Elliot, et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans 5 minutes. À voir sur France 24 et france24.com. Merci de nous rejoindre sur France 24. Il est 20h30 à Paris. La une de l'actualité en France, 16e jour de grève contre la réforme des retraites. Édouard Philippe. 16e jour de grève contre la réforme des retraites en France. Édouard Philippe déterminé à mettre en place un régime universel, mais le Premier ministre évoque aussi des avancées. Édouard Philippe s'est dit ouvert, notamment sur la pénibilité et la gestion des fins de carrière, également favorable à une retraite progressive pour les fonctionnaires. Le Premier ministre s'était exprimé à l'issue d'une réunion cet après-midi avec syndicats et patronat. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, le syndicat réformiste, a salué une ouverture de la part du Premier ministre, mais il faut continuer à négocier. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, au contraire, a annoncé une nouvelle mobilisation pour le 9 janvier prochain et la grève continue à la SNCF. C'est ce qu'a déclaré la CGT cheminot. On fait le point.
Édouard Philippe toujours à la recherche d'un compromis après 15 jours de... seront fermés. Dans les actualités internationales, le Liban a un nouveau Premier ministre, il s'appelle Hassan Diab, il est vice-président de l'Université américaine de Beyrouth, ancien ministre de l'Éducation. Sa candidature est soutenue par le Hezbollah et il est donc chargé par le président Michel Aoun de constituer un gouvernement alors que le Liban connaît, vous le savez, des manifestations monstres depuis plusieurs semaines. Les manifestants demandent toujours un gouvernement de technocrates. Et en Irak, alors que les révoltes ne faiblissent pas dans la rue, les dirigeants doivent désigner un nouveau Premier ministre avant ce soir minuit. En cas d'échec, la Constitution prévoit que le président de la République, Barham Saleh, prenne les rênes du cabinet démissionnaire. Abdel Mahdi, le Premier ministre, a quitté son poste après 2 mois de contestation inédite. Une contestation marquée par près de 460 morts, 25 000 blessés, et qui se poursuit d'ailleurs, cette contestation. Ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, c'est ça qui va se passer. Si le terrorisme arrive à triompher. 21h15 pour suivre l'intégralité de cet entretien. Il est l'un des plus grands peintres vivants. Pierre Alechenski, membre fondateur du groupe Cobra, son œuvre mêle expressionnisme et surréalisme. Peintre, dessinateur, écrivain, poète. Il vient de publier Ambidextre chez Gallimard. Axel Simon et Zora Ben-Miloud l'ont rencontré dans sa galerie parisienne, la galerie Mathieu Mabin, en direct de Washington. En France, 15e jour de grève contre la réforme des retraites. Édouard Philippe déterminé à mettre en place un régime universel, mais le Premier ministre évoque aussi des avancées. Il se dit ouvert sur la pénibilité et la gestion des fins de carrière, favorable également à la retraite progressive pour les femmes. De ma volonté d'effectuer cette suppression sans brutalité. Et nous allons y arriver. Voilà, sachez que la grève à la SNCF continue selon la CGT cheminot. Demain, d'ailleurs, ça sera le 16e jour de grève. Le trafic sera encore très perturbé avec une légère amélioration. La moitié des TGV, un Transilien sur 4 en moyenne, seront en circulation. La SNCF prévoit aussi de faire circuler 4 TER sur 10, en partie par autocar. Elle fera rouler un train intercité sur 4, tandis que le trafic international sera fortement perturbé. Côté RATP, 6 lignes de métro seront fermées. Emmanuel Macron sera à Niamey dimanche. Le président Mahamadou Issoufou a accordé un entretien à RFI et France 24 alors que son pays, le Niger, vient d'être frappé par l'attaque terroriste d'Inat dans laquelle 71 soldats ont perdu la vie. Entretien réalisé par Cyril Payen et Gaël Alex. C'est tout de suite. J'ai en revanche fait part de ma volonté d'effectuer cette suppression sans brutalité. Et nous allons y arriver. Et la grève à la SNCF se poursuit selon la CGT cheminot. Demain d'ailleurs le trafic sera encore très perturbé. Légère amélioration toutefois. La moitié des TGV et un Transilien sur 4 seront en circulation. La SNCF prévoit aussi de faire circuler 4 TER sur 10. Elle fera rouler un train intercité sur 4, tandis que le trafic international sera perturbé également. Côté RATP, 6 lignes de métro seront fermées. Et puis au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis la sortie du Royaume-Uni en première, en haut de l'agenda. La reine a fait son traditionnel discours du trône pendant lequel elle a décliné le programme de Boris Johnson. Le Premier ministre a fait du Brexit le 31 janvier sa priorité. Boris Johnson veut aussi négocier les accords de libre-échange, a-t-il dit, et investir dans le système de santé. On écoute la reine Elisabeth. La priorité de mon gouvernement est de mettre en œuvre le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 janvier. Mes ministres vont présenter une législation pour s'assurer que notre pays quittera l'Union européenne à cette date et qu'il saisira les opportunités que cela va offrir à notre peuple. Ensuite, mes ministres vont chercher à établir la future relation avec l'Union européenne. Elle reposera sur un accord de libre-échange qui profitera à tout le Royaume-Uni. Les juges européens ont tranché. Tous les députés européens seront protégés par une immunité dès le jour de leur élection. C'est une victoire pour les indépendantistes catalans qui pourraient d'ailleurs remettre en question l'incarcération en Espagne de l'ancien numéro 2 du gouvernement catalan, Oriol Junqueras. Un succès également pour l'ancien président de la région Catalogne, Carles Puigdemont, et pour Toni Comín, élu au Parlement européen et réfugié en Belgique. Oriol Junqueras est député européen depuis le 26 mai dernier. Pourtant, cet indépendantiste catalan n'a jamais pu siéger au Parlement, car il avait été placé en détention provisoire par la justice espagnole avant d'être condamné pour sédition à 13 ans de prison
et d'inéligibilité. En octobre 2017, cet ancien vice-président du gouvernement catalan avait participé avec d'autres dirigeants indépendantistes à l'organisation d'un référendum illégal qui avait abouti à la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Mais la Cour de justice de l'Union européenne a rendu ce jeudi un arrêt qui inflige un revers à la Cour suprême espagnole. Pour elle, Oriol Junqueras aurait dû bénéficier de son immunité d'élu européen dès son élection et siéger au Parlement. Le bénéfice de l'immunité de trajet garantie à tout membre du Parlement européen implique de lever toute mesure de placement en détention provisoire qui aurait été imposée antérieurement à la proclamation de son élection afin de lui permettre de se rendre et de prendre part à la session constitutive du Parlement européen. Une victoire pour les indépendantistes, notamment pour Carles Puigdemont, l'ancien président du gouvernement catalan, aujourd'hui exilé en Belgique. Il y a encore des juges en Europe. Liberté immédiate pour Oriol Junqueras. La Cour de justice de l'Union européenne défend les mêmes critères que nous avons défendus contre le Parlement européen et les autorités espagnoles qui ont cherché à modifier le fonctionnement de la démocratie européenne. Lui aussi est élu européen. Carles Puigdemont fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la. Il pourrait jouir de son immunité et revenir en Espagne en toute liberté, sans craindre une quelconque arrestation. Sachez également que le dirigeant séparatiste catalan Quim Torra a fait appel de sa condamnation pour désobéissance, condamnation qui l'a interdit d'exercer un mandat public pendant 18 mois. Quim Torra a saisi la Cour suprême d'Espagne. Merci de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Tout de suite, le journal de l'Afrique, vous restez avec nous, il est présenté par Fatimata Wan. Restez avec nous.